Culture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. La Gironde nous dévoile les secrets du château de Cadillac, construit à la fin de la Renaissance. En voici un qui en a sous la tourelle. Sophie Driès est architecte et designer. Nous l'avons suivie pour un voyage au cœur des matières et des savoir-faire envoûtants. Pas la peine de nous faire toute une scène, voici Repérage. Aujourd'hui, Paris revêt son plus beau costume pour une visite 100% théâtre. Derrière chaque bijou se cache une histoire, mais aussi de nombreux hommes et femmes aux gestes précieux. Focus sur la joaillerie. Dénichés aux 4 coins de France, voici les immanquables de la semaine, ces points de vue. Dans l'Hexagone, des belles idées, il y en a, et certaines font du bien à la planète, comme chez Hoopla. Avec un petit kit ultra simple à fixer à son robinet ou pommeau de douche, on économise jusqu'à 25 000 litres par an et par personne. Si, on vous jure qu'être écolo, c'est glamour. Et pour chaque kit acheté, un arbre est planté à Madagascar pour lutter contre la déforestation. Derrière ce bol se cache une véritable fierté nationale pour les fervents défenseurs de la terre de Triskel. Devenu un véritable emblème breton, il est créé au XVIIIe siècle avant d'être revendiqué dans sa forme actuelle par la faïencerie de Quimper en 1950. Bien loin de prendre la poussière, il sortent désormais de surnoms adorables. Ah, les Parisiens, tantôt aimés, tantôt détestés, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous cachent bien des secrets. Dans l'ouvrage Paris dévoilé, on découvre les tanières des habitants de la capitale. Cachées derrière de lourdes portes gardées par des gardiens cerbères, voici un moyen moins risqué et intrusif pour découvrir de beaux intérieurs atypiques et historiques. Au cœur de la Provence, on entend chanter les cigales, mais surtout bourdonner les abeilles. Chez Miel Martine, on est soucieux du bien-être de ces petites bêtes, mais aussi de leur environnement. Châtaignier, bruyère, lavande, romarin ou encore thym, une fois délectés de semets de choix, tous les arômes provençaux se retrouvent dans le miel, à déguster sans modération. Pour cela, jouer néo-châtelain ou même prisonnier, voici le château de Cadillac. Rendez-vous dans les coulisses d'un monument historique. Non loin de Bordeaux, il est un château un peu oublié des livres d'histoire, mais dont le parcours rocambolesque gagne à être connu. Bienvenue au château ducal de Cadillac. Rien à voir avec la célèbre voiture américaine, même si certaines légendes urbaines aiment y trouver des liens, le château a eu, lui, un parcours un peu moins scintillant sur la deuxième partie de sa vie. Mais avant de vous en dire plus et de se perdre dans les parties du château inaccessibles au public, on a rendez-vous avec Raphaël Coudray-Duhamel, notre châtelaine du jour, qui remet les pendules à l'heure. Car si le château a connu des heures sombres, il a aussi connu une époque luxueuse qui aura fait beaucoup d'envieux. Ordonnée par le duc d'Épernon en 1598, la construction a duré près de 40 ans. Ici, on a un château d'apparat où tout doit être à l'effigie du duc d'Épernon. On doit comprendre qu'on est chez ce demi-roi qui a acquis prestige et titre et richesse surtout. L'organisation de ce château est très bien pensée et organisée. On a vraiment un espace dédié au duc et à la duchesse en rez de cour et un espace dédié au roi et à la reine lorsqu'ils sont de passage au premier étage. Les hommes à droite, le duc et le roi, et les femmes, la duchesse et la reine sur la gauche. Un intérieur un peu moins somptueux que ce à quoi on s'attendait, mais c'est bien normal. Après la Révolution, le château a été réquisitionné par l'État et transformé en prison pour femmes, mais ça, on y reviendra plus tard. Excusez-nous, il fait un peu sombre, mais c'est pour la bonne cause. C'est tout simplement pour maintenir et protéger et conserver ces tapisseries qui sont historiques. Et face à nous, on a vraiment une tapisserie qui est typique du château, puisque le duc d'Épernon avait une mini-manufacture, une sorte de petit atelier où ont été réalisées une tenture, donc 22 tapisseries, à la gloire de ce fameux Henri III qui a élevé le duc d'Épernon dans les plus hautes sphères du royaume. Nous avons donc des tapisseries, des plafonds boisés d'origine qui ont pu être sauvegardés car cachés sous des faux plafonds avant la Révolution et surtout des cheminées monumentales.
beaucoup de cheminées. C'est simple, il y en a une dans chaque pièce. Comme ça, pas de jaloux. En revanche, on se demande bien ce qui est arrivé à celle-ci. Le château a été transformé à partir de 1818 en une prison, la première prison pour femmes de France. Et là, on en a vraiment un vestige avec cette cheminée, puisqu'on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici. On se dit la révolution, non, c'est tout simplement la mutinerie qui a eu lieu dans les cages à poules, dans les cellules juste au-dessus de nous. Et un feu a été provoqué, déclenché, et sous la pression de la chaleur, la pierre a littéralement explosé. Et voilà, on y arrive. Ce joyau de l'aristocratie n'a pas échappé au sort des révolutionnaires. Et pour en faire une prison, il a fallu enlever toutes les fioritures et les signes de noblesse pour accueillir ses prisonnières. Raphaël a éveillé notre curiosité en parlant de cage à poules dans les combles. Alors, on la suit. Du temps de la prison, les jeunes filles étaient les femmes étaient dans des dortoirs, dans les salles historiques. À partir des années 30, on va individualiser les cellules, les espaces où elles dorment. On va considérer ça comme quelque chose de contemporain à l'époque, qui va dans le bon sens des jeunes filles. En réalité, on le voit clairement, elles perdent en liberté. Fermée en 1890, la prison laisse place à un centre d'éducation pour les jeunes filles. Entendez mauvaises filles jusqu'en 1952. Et oui, si tard. Si les visiteurs ont accès au comble, un endroit leur est strictement interdit, le sous-sol. Véritable lieu de vie pendant la période carcérale du château, il l'était surtout à l'époque du duc d'Épernon. Alors avec Raphaël, on a rejoint Laura pour découvrir les tréfonds du château et remonter dans le temps. Ce sous-sol servait pour tout ce qui est activité domestique. Il y avait une boulangerie, des caves à vin, des garde-vaisselle. C'était un château qui était susceptible d'accueillir les plus grands, le roi notamment, et il fallait organiser de grands banquets dans le château. Véritable château sous le château, il est difficile de ne pas se perdre. Je crois qu'elles sont là. Ah non, c'est pas là-bas. Un château un peu méconnu du patrimoine français, mais qui a bien encore des secrets à dévoiler. Dans les gravats d'un chantier ou entouré de fleurs exotiques, l'architecte designer Sophie Dries jongle avec style entre matériaux bruts et finitions nobles. Dans le travail de Sophie Dries, les matériaux tiennent sans aucun doute le rôle principal. Les matières brutes jonglent avec les plus précieuses et les lignes épurées de ses créations mettent en avant ce mélange bien personnel. Après ses études d'architecture et de design, la jeune femme a appris aux côtés des plus grands. J'ai travaillé pour Jean Nouvel, ce qui a été très formateur, sur des gros projets publics. Et à la suite de ça, j'ai travaillé au musée d'Orsay en scénographie. Ensuite, plusieurs années pour Pierre Jovanovic. Et ensuite, j'ai travaillé chez Christian Liègre. Là, j'ai appris aussi à travailler à des projets dans le monde entier, avec une approche du luxe dans le moindre détail. Et j'ai été aussi à la bonne école avant de lancer mon studio il y a 5 ans. Depuis 2015 donc, Sophie Dries multiplie ses propres projets. Particulier, professionnelle, elle a investi chaque lieu avec sa touche bien à elle. Comme ici, dans la galerie de fleurs d'Arturo Arita. C'est elle qui a imaginé cet écrin luxuriant et coloré. Toute l'idée du départ du projet a été de reproduire le monde naturel, minéral, dans lequel s'inscrivent des végétaux. Donc tout le concept aussi de cette boutique tient dans cette grotte. C'est une grotte qui est faite en gypse, où on trouve des niches pour loger les bouquets que crée Arturo. À l'instant où il avait trouvé le lieu idéal pour ses fleurs, Arturo a immédiatement pensé à Sophie pour être la complice de son nouvel univers. On a les mêmes sensibilités. On adore les années 30-40, tout ce qui est art déco, et aussi la minéralité. Et de fusionner le monde floral avec le monde minéral, c'est de la beauté. Dans ce décor, on retrouve la touche Sophie Dries. Les matières n'ont pas peur de se mélanger. Par exemple, le marbre, qui est une matière dite précieuse, on l'a traité avec des bords absolument bruts. Et on retrouve ça, par exemple, dans le laiton aussi, qui est là sur la vasque. On a décidé de ne pas le traiter afin qu'il s'oxyde avec le temps et que, en fait, l'âge fasse qu'il évolue perpétuellement. Laissons le laiton vieillir doucement, Sophie nous emmène sur le chantier d'un appartement haussmannien presque terminé. Ici, l'architecte devient inspectrice des travaux finis. C'est le moment où on est vraiment avec les artisans, les ouvriers qui vont réaliser ce que nous on a imaginé.
Donc ça, c'est quand même un moment de transmission qui est assez particulier. Et puis, tout simplement, comme un enfant le jour de Noël, de découvrir en réalité ce qu'on avait dessiné pendant des mois et qui, en général, est encore plus beau en vrai parce que les matériaux réels qu'on imagine sur nos ordinateurs, c'est toujours mieux en réalité. Mais avant de songer aux matériaux, il a fallu repenser l'agencement de l'appartement. Cette cheminée en bois se trouvait dans une autre pièce qui était une sorte de fumoir, boudoir. Et les clients avaient aussi flashé sur l'appartement avec cette cheminée un petit peu décalée, un petit peu rustique. Donc on l'a simplifiée, on l'a modernisée en créant une bibliothèque autour de celle-ci, en faisant un foyer beaucoup plus classique. Le foyer était en briques, donc il y a eu tout un travail de restauration. Et pour nous faire la visite, Sophie n'a pas eu peur de mouiller la chemise. Je suis précisément dans la douche hammam, qu'on a réalisé sur mesure en béton ciré. Donc c'est une matière très mate et qui permet surtout de ne pas avoir de joints et d'être monomatière aussi bien sur le sol, les murs que le plafond. Le plafond où on a un ciel étoilé, la sono mais aussi les bustes de hammam, tout ça est intégré en fait derrière ces parois. Pour concrétiser ses projets, Sophie travaille main dans la main avec des artisans. En plus de concevoir des lieux de vie, l'architecte dessine aussi du mobilier d'intérieur. Elle se rend aujourd'hui à la fonderie pour voir le résultat de ses dernières esquisses. Ça, c'est un tout nouveau projet, une nouvelle collection de tables en chêne et avec piétement métal. Le piétement en métal, c'est de l'acier dit Corten, c'est-à-dire de l'acier oxydé, quelque chose qu'on retrouve dans les sculptures de Richard Serra, par exemple. Et donc avec Michael, on fait toute une série de tables qui sont en forme libre. Donc Michael, lui, interprète aussi mon dessin pour créer le contour de cette table. Une véritable collaboration qui a séduit Michael dès le début. Je crois qu'au moins elle met des valeurs sur l'idée qu'on ait des savoir-faire aussi et c'est pas juste l'architecte qui connaît tous. Et je crois qu'elle aime bien travailler avec des gens qui ont une connaissance. Souvent on fait Sophie, il faut que je l'appelle Sophie, je dis bon en fait ça marche pas, il faut changer ça, mais voilà on est vraiment dans les communications, dans les conversations pour faire le mieux qu'on peut le faire ensemble. Laissons-les alors à leur bavardage. C'est de cette manière que Sophie Driès habille ses plus beaux intérieurs. Bonjour Sophie. Bonjour Katharina. Vous le recevez aujourd'hui chez Arturo Arita, une boutique de fleurs, un fleuriste avec lequel vous avez collaboré. Quelles sont vos inspirations pour cet univers? On s'est inspiré des grottes maniéristes italiennes, puisque Arturo est venu me rendre visite lorsque je vivais à Rome et on est allé ensemble visiter des grandes demeures dans la région du Lazio, notamment la Villa d'Este, où il y a toute une série de fontaines et de grottes artificielles de l'époque qui reproduisaient de façon romantique la nature. Sophie, vous avez toujours été très internationale. Une partie de vos études, par choix, vous les avez fait à Helsinki. Ensuite, vous êtes revenue en France. Vous avez des bureaux entre Paris, Milan, la Belgique. Est-ce qu'au gré de vos voyages, vous trouvez aussi l'inspiration? Oui, le voyage pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie et de mon inspiration. Et les échanges avec les personnes du monde entier. Sophie, à l'instar de Alvar Aalto, mais aussi Frank Lloyd Wright ou alors Corbusier, pour vous, il n'y a pas de frontière entre design et architecture. L'un va avec l'autre, c'est même pas une discussion. Absolument, absolument. Moi, j'ai une formation d'architecte à l'école Paris-Malaquais, donc d'architecte dit de bâtiment, mais j'ai plutôt évolué dans les milieux de l'architecture d'intérieur et aujourd'hui, mes projets sont plutôt des projets de rénovation d'architecture d'intérieur, parfois à des échelles architecturales, puisque ça peut être des projets sur plusieurs étages. J'ai aussi une maison qui sort de terre dans le sud de Paris. Pour moi, un architecte a une vision totale, c'est-à-dire qu'il va dessiner le bâtiment, mais il peut aller jusqu'à dessiner la poignée de porte, le tapis, et c'est pour ça que j'ai aussi une pratique de design de mobilier. Sophie, par ailleurs, vous travaillez beaucoup avec des artisans. C'est toujours une collaboration très importante pour vous, pour donner un twist à des choses peut-être classiques comme la céramique, mais aussi le marbre. Vous avez mis au point avec un artisan un procédé pour teinter dans la masse
et donner de la couleur au marbre. En effet, moi, ma démarche, c'est toujours de travailler avec l'artisanat, puisque je pense que les métiers de la main et les métiers qui sont chers, en fait, aujourd'hui, quand je dis chers, c'est-à-dire qu'ils sont importants, il faut pouvoir les préserver, et pour ça, il faut les moderniser. Il faut qu'on les réactualise dans les designs et les projets contemporains. Donc, je pars toujours, en fait, d'un dialogue avec l'artisan et comprendre comment on pourrait lui donner une approche contemporaine. Avec ce marbrier belge qui s'appelle Van den Weg, on a mis au point un procédé pour teindre le marbre. Donc c'est certains marbres qui sont poreux, notamment le travertin, le tchepo, et que la couleur rentre vraiment dans la pierre. Et là, on a une infinité de possibilités ensuite de couleurs et de customisation en fait. Vous avez étudié également l'histoire de l'art. Oui. Est-ce que c'est nécessaire, à votre avis, pour donner une vision globale à votre travail? Pour moi, c'est une curiosité qui est importante, puisque l'architecture, c'est une discipline qui se nourrit de tous les autres arts. Elle se nourrit aussi bien du cinéma, de la littérature et évidemment de l'art, on va dire, plastique. Donc c'était vraiment pour moi une diversité d'horizons qui, je pense, nourrit mes projets. J'ai effectivement des références parfois à Brancusi, à des gens qui travaillent la sculpture, à James Turrell au niveau des couleurs. Donc oui, pour moi, l'art contemporain, ça fait partie de même mon quotidien. Je fréquente beaucoup les galeries, les artistes, je collabore avec des gens qui sont dans ce milieu. Quel est le projet que vous n'avez pas encore fait, que vous rêverez de faire? J'aimerais beaucoup travailler avec par exemple, un site, c'est-à-dire un landscape, une installation vraiment dans le paysage. Pourquoi pas avec une galerie, avec un artiste, quelque chose qui soit vraiment inscrit dans un lieu. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Katharina. Comédiens et dramaturges ont fait au fil des siècles de Paris une ville pleine d'aventures et de poésie. C'est Repérage Théâtre, tous en scène. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a couru, marché, rampé, arpenté, cheminé les rues de la capitale pour vous parler théâtre. On ne va pas faire la sérénade tout de suite, on vous emmène plutôt au Point Virgule, mythique salle de café-théâtre. Ça fait plus de 40 ans que le Point Virgule existe. C'est une pépinière d'humoristes. Voilà, on a à peu près une bonne quinzaine d'humoristes par semaine. Les artistes font des grandes résidences de 3 mois, voire plus. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du développement de nouveaux talents. C'est dans les années 70 que la tradition des cafés-théâtres apparaît dans la capitale. À l'époque, les humoristes n'étaient pas vraiment les bienvenus dans les salles de théâtre. Parce que ce qu'ils proposaient ne convenait pas, ils ont créé leur style de jeu qu'ils ont appelé le café-théâtre. Donc à l'origine de l'origine, il y avait le prétexte d'offrir une boisson. Donc moi j'ai connu le Point Virgule avec, on offrait des verres de cidre, on offrait du thé. Voilà, après, le principe de la boisson a un peu disparu, mais c'est pour ça qu'on a vraiment identifié, il y a le théâtre et le café-théâtre, où là, effectivement, c'est plus une écriture de divertissement, d'humour. Et l'origine du café-théâtre, ce qui est vraiment fort, c'est que c'est les artistes qui ont créé ce genre. On vous aurait bien proposé un verre, mais ce n'est plus la tradition. Dommage, on file assister au cours Florent. Créée il y a 50 ans par François Florent, l'institution du Rideau Rouge a aujourd'hui une solide réputation. Il y a beaucoup d'acteurs ici et d'actrices, ou de metteurs en scène d'ailleurs, qui ont intégré l'école et puis ensuite ont fait des carrières prestigieuses, ou en tout cas qui ont été mis en avant. Je pense à Pierre Ninet, Benjamin Laverne, Laurent Lafitte, il y a beaucoup de monde. Aussi peut-être la pluralité, il y a autant de professeurs qu'il y a de méthodes et surtout autant qu'il y a d'élèves qu'il y a de méthodes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à amener ou à formater quelqu'un avec une méthode. Au programme de cette école, art dramatique, théâtral, cinéma ou encore comédie musicale. Les élèves rentrent par stage d'une semaine et à l'issue du stage, on fait une petite sélection. Et puis ces élèves rentrent dans le cursus de première année, le cursus à 3 ans. On travaille aussi pour aider les jeunes à trouver, les jeunes comédiens à trouver leur identité, leur personnalité. On travaille sur les fondamentaux techniques.
C'est-à-dire que la prise de parole au théâtre, la respiration, la diction, le rapport au corps. Et puis ensuite, on travaille plusieurs scènes, plusieurs répertoires tout le long de l'année. Aujourd'hui, l'échange de tirades est un peu particulier. Les élèves de 3e année sont en pleine révision. On est en période de préparation aux concours nationaux. Il y a environ entre 1500 et 2000 candidats par an pour une vingtaine de places, 30 places. Et là, ils ont 3 tours. Donc là, c'est la préparation du premier tour où ils doivent passer 4 scènes différentes. Une scène classique, une scène en alexandrin, une scène contemporaine et un parcours libre. Laissons jouer sans public pour l'instant, filons à la librairie théâtrale. La vieille dame existe depuis 1852. C'est la plus ancienne librairie francophone consacrée entièrement au théâtre. Et c'est aussi depuis le départ une maison d'édition. Ça a été le premier éditeur de Feydeau, La Biche. Aujourd'hui, plus proche de nous, Robert Thomas, ou encore en très contemporain, Pierre Notte, Léonore Confineau. Située juste à côté du Conservatoire national d'art dramatique, la librairie reçoit beaucoup de jeunes élèves. On y trouve des ouvrages datant de l'Antiquité, avec bien évidemment les plus grands classiques, mais n'allez pas croire que les planches de théâtre prennent la poussière. Le rayon le plus important qui est juste derrière moi, c'est le rayon contemporain. Donc c'est vraiment, il y a une grosse production de théâtre contemporain, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Aussi, il faut le savoir, une offre assez importante de théâtre pour la jeunesse, puisque de plus en plus la littérature jeunesse est prise d'assaut et le théâtre ne fait pas exception. Il y a beaucoup d'offres jeunesse aujourd'hui par rapport à avant. Oui, le théâtre, c'est pour tous les âges. Et dans la capitale, il s'apprend, il se lit et fait même rire. Les planches du théâtre parisien n'ont pas fini de vous jouer la comédie. Dans la plus grande tradition artisanale de la joaillerie française, Maison Maton taille, sertit, polit bijoux et pierres. Ouvrez grand les yeux. C'est bien connu, la haute joaillerie est aux bijoux ce que la haute couture est aux vêtements. Transmis de maître à apprenti depuis le Moyen-Âge, c'est sous le règne de Louis XIV que le métier d'artisan joaillier est d'un coup monté en gamme. C'est l'époque où la cour de Versailles se prend de passion pour une nouvelle pierre venue d'Inde, le fameux diamant. Depuis, comme le dit si bien Marilyn, les diamants sont restés nos meilleurs amis et l'art de les mettre en valeur, un savoir-faire d'exception qui perdure au travers des collections de la maison Maton. De la fonte aux finitions, l'atelier de haute joaillerie parisien est l'un des rares à intégrer dans ses murs toute la chaîne de fabrication d'un joyau digne des plus grandes maisons de luxe. On commence par la conception des modèles, un travail main dans la main entre le dessinateur-concepteur et la directrice artistique. Une broche qui se détache. Ah, qui se détache. Qui se détache. Ouais, c'est beau. Le propre de notre atelier, c'est d'être à la fois un atelier fabricant avec tous les savoir-faire et en particulier un atelier créatif qui réalise tous ses dessins, ses esquisses et ses volumes. Une fois que l'idée a pris forme sur le papier, c'est à Kim, la gémologue, que revient le choix des pierres précieuses. La création me donne les dessins, ce qu'ils ont en tête pour les couleurs. Et donc à la suite de ça, avec Aude, on cherche les pierres de centre qui vont s'accorder au dessin. Et donc en fonction de ça, on a un peu libre choix des matières. Donc c'est vraiment la partie la plus sympa où je peux partir un peu dans des délires de pierres fines et ou précieuses. Et en haute joaillerie, audace ne va pas sans maîtrise et précision. En témoigne cet embryon de bague qui, une fois fondu dans l'or et fixé dans la cire pour plus de prise, débute son parcours entre les mains expertes du maître ciseleur. Le principe du ciselage, c'est d'amener une texture au métal. On est en fait à la frontière entre la joaillerie et le modelage, la sculpture. Donc c'est quelque chose de très intéressant. En effet, à mesure que l'artisan joaillier sculpte le métal avec son martelet et ses différents ciselés, les fines nervures d'une feuille de chêne prennent relief sous nos yeux. Un travail délicat qui, à notre avis, mériterait bien une palme d'or, mais pas si vite. Une fois le métal sublimé, c'est au tour du sertisseur de nous éblouir avec son art du serti en diamant. À l'aide d'échoppes de toute taille, d'un perloir ou encore d'une fraise, son travail consiste à tracer des filets et des griffes légèrement surélevés destinés à accueillir et mettre en valeur les pierres. Des pierres qui, aussi précieuses soient-elles, nécessitent d'être adaptées et fixées à l'aide de cette cire d'abeille, communément appelée dans le métier une crotte de nez. Oui, vous avez bien entendu. En haute joaillerie, il n'y a qu'avec les soucis du détail qu'on ne plaisante pas. L'ornement de la bague terminé, cette pièce de luxe ne serait rien sans un véritable coup de polish.
C'est ma table à polir. Et donc on utilise des pinceaux, des brosses. Armé aussi de tampons, de ses pâtes abrasives en pétrole et alumine, le polisseur a pour mission de lisser la moindre aspérité encore présente à la surface du bijou. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil, mais il faut que ça soit quand même enlevé à la loupe. Miroir, mon beau miroir, voilà une bague éclatante dans laquelle on pourrait presque s'admirer. Il ne lui manque plus qu'une toute dernière retouche pour qu'elle devienne absolument unique. Pour cela, on retrouve la polyvalente gémologue, passée aussi maître dans l'art particulier du laquage. Donc pour cette bague en particulier, on utilise un dégradé de verre que j'ai déjà réalisé. Là, je mélange pour bien rendre la matière lisse en fait. Et être sûr que les matériaux et les pigments soient bien tous mélangés ensemble. Avec sa fine pointe de scie, le laqueur colore ici délicatement l'intérieur de la bague. Donc on fait vraiment des couches les plus fines possibles. Et après, ce sera chargé en laque quasiment jusqu'en haut de la nervure de la feuille. Donc ça va nécessiter quelques couches. Environ une dizaine pour être exact, séchées chacune à la lumière UV et le tour est joué. Il ne nous reste plus qu'à rêver pouvoir un jour se mettre la bague au doigt. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!